Bloc-notes 5, Pétré-Grugnot, fin de l'histoire, début de la propagande. Cours du professeur Maître Farid Tayroka Shabazz, l'école magistrale Shabazia. Je relisais un article du journal français L'Express du 14 mars 2005, dans lequel Pétré-Grugnot, l'historien français, spécialiste de la question de la traite négrière, y a accordé une interview. Voilà ce qu'il disait en substance, je cite: il n'y a pas eu, pas une, mais trois filières de traite, de 1450 à 1867. Les grandes nations européennes ont déporté et vendu 11 millions d'Africains aux Amériques. Mais depuis le 7e siècle, avec l'expansion de l'Empire musulman jusqu'aux années 1920, les traites orientales ont conduit à la déportation d'environ 17 millions de personnes. Quant à la traite interne entre royaumes africains, elle a réduit en esclavage près de 14 millions de personnes. Il faut admettre qu'il s'agit du premier exemple de grand commerce international entre blancs, noirs et arabo-turcs, rentable pour toutes les parties. Fin de citation. La première remarque à faire, c'est que ce Pétré-Grugnot est un remarquable spécialiste de la propagande à grande échelle, raison pour laquelle le Sénat français l'a primé. Ce serait donc une grave erreur de jugement que de considérer cet individu comme un ignorant. Il connaît parfaitement l'histoire, notamment ce que ses ancêtres ont fait, ce que ses contemporains font et projettent de faire. C'est donc d'un idéologue dont il est question. Ici, quiconque prendra le cas Pétré-Grugnot avec émotion, avec émollance, a déjà perdu le combat. Ainsi, la seule posture à adopter face à de tels idéologues, c'est la froideur scientifique et la morale mahatique. Froideur scientifique pour contrer argumentativement sa construction idéologique et morale mahatique pour ramener cette question dans sa dimension humaine, éthique et éviter de tomber dans le piège du relativisme. Or, dès le départ, la stratégie de Pétré-Grugnot consiste à dire que dans cette histoire, il n'y a pas de coupable idéal ni de victime éternelle. Il faut cesser d'envisager la question sous l'angle de la morale. Cite Pétré-Grugnot. Or, c'est précisément de morale dont il est question. Et qui dit morale dit Dieu, car il ne peut y avoir de morale autrement que divine. Cette morale, condensée dans les livres sacrés, dans les révélations divines, est très claire, très limpide, contrairement à l'œuvre idéologique de Pétré-Grugnot qui veut brouiller les pistes et injecter une dose de relativisme. Le coupable que Pétré-Grugnot essaie de masquer, pour éviter qu'il soit trop reconnaissable, bien issu de cette population caucasienne, qui peut aussi bien être anglophone, néerlandophone, francophone, lusophone, hispanophone, arabophone que turcophone. Ce coupable peut aussi bien être d'obédience anglicane, luthérienne, catholique, orthodoxe, chiite ou sunnite. Toutes ces langues, nationalités, religions ne sont que des proxys, des marques pour ce coupable. Les écrits sacrés, les révélations divines, identifiant limpidement ce coupable. Par exemple, nous le trouvons sous le nom de Zork, dans le Saint-Coran, à la sourate 20, verset 102, où il dit, je cite, « Le jour où l'on soufflera dans la trompette, ce jour-là, nous rassemblerons les coupables aux yeux bleus, soulignés par nous. » Ce sont les mêmes que Jésus identifiait dans la Sainte Bible sous le vocable de l'abomination de la désolation dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 15, responsable de la destruction du temple de Salomon en l'an 70 de l'ère chrétienne. Quant aux victimes de ces orques, de cette abomination de la désolation, les livres sacrés nous donnent une révélation là-dessus, je cite, « Et Yahvé dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. » Chapitre de la Genèse, chapitre 15, verset 13. Fin de citation. En comprenant ceci,
L'on saisit aisément le développement ou development de la pensée de Pétré-Gruniot. Petit 1, faire en sorte que l'on ne puisse pas identifier le coupable. Petit 2, faire en sorte que l'on ne puisse plus reconnaître la généalogie des victimes de ce coupable. Voyez comment il manipule malicieusement les données chiffrées pour montrer qu'il existe en vérité non pas un coupable idéal, mais des coupables dont le pire est celui qui a commencé à esclavagiser des Noirs dès le 7e siècle, et ce jusqu'en 1920. Connaissant la vérité historique, il ne peut pas dire que les Arabes ont esclavagisé depuis le 7e siècle jusqu'en 1920. Il est plus subtil et parle de l'Empire musulman, ou encore d'arabo-turc. Cette dernière construction arabo-turque entre parenthèses montre qu'il sait pertinemment qu'il est en train de mentir. Il sait que les premiers à avoir esclavagisé des Noirs dans le monde musulman sont les Turcs. Cet amalgame entre Arabes, Turcs et l'islam est volontaire, car il sait que les Khazars, Ashkénazis et Séfaradis entre parenthèses, judaïsés, sont ethniquement des turcophones, comme les Seldjoukides, les Mamelouks et autres ottomans islamisés. Faisant du turc, du perse, du romain islamisé, un arabe qui l'accable du pire de la traite et de l'esclavage, 13e siècle, 17 millions d'esclaves entre parenthèses, il fait d'une pierre deux coups. Sa famille caucasienne islamisée est épargnée et la généalogie des Arabes originaux est niée puisqu'il, Pétré-Gruniot, joue la carte de l'opposition entre Arabes et Noirs, comme si les deux termes ne pouvaient jamais être conciliables. Son stratagème est renforcé par l'introduction de l'Africain lui-même comme gros esclavagiste après le méchant arabe. En effet, dans l'ordre décroissant vient d'abord l'arabe avec 17 millions de Noirs esclavagisés, ensuite l'Africain avec 14 millions de Noirs esclavagisés et enfin l'Européen avec seulement 11 millions de Noirs esclavagisés. Et surtout, il précise que tout ceci a été rentable pour toutes les parties. En somme, si des petits malins parviennent à démontrer argument à l'appui que les Arabes originaux sont des Noirs, cela signifierait que les Noirs d'Arabie et les Noirs d'Afrique auront esclavagisé 31, voire 17 plus 14 millions de Noirs, ce qui est énorme face aux 11 millions dus au fait des Européens. Alors que la documentation, les archives, les registres sur la traite et l'esclavage transatlantique sont débordants, notre cher propagandiste Pétré-Gruniot ne parvient qu'à trouver 11 millions de Noirs déportés en Afrique. Pourtant, les USA comptent plus de 33 millions de Noirs, le Brésil plus de 150 millions de Noirs, les Caraïbes comptent plus de 42 millions de Noirs. Ce sont vraiment ces quelques 11 millions de Noirs dont les espérances de vie ne dépassaient pas les 4 ans, qui ont donné naissance plus de 250 millions de Noirs en Amérique. Alors que dans le même temps, les documents traitant de la traite et de l'esclavage orientaux, transsahariens et interafricains sont modestes. Il parvient quand même à sortir des chiffres hyperboliques comme 17 millions et 14 millions. Et à y regarder de très près le piège de Pétré-Gruniot, l'idéologue propagandiste caucasien s'est refermé sur une partie des intellectuels des Africains et sur toute l'engeance afrocentrique. En effet, comme lui, ils font débuter la traite et de l'esclavage des Noirs par les Arabes avec le traité de Bact. Comme lui, ils font des anges, des esclaves, des Arabes. Comme il l'a diaboliquement distillé dans sa propagande, ils reprennent servilement l'amalgame fait entre Seldjoukides, Mamelouks, Ottomans, Perses, Byzantins
tous islamisés et culturellement arabisés ou arabophones, et arabes pour imputer à ces derniers les actions diaboliques des premiers. Comme il l'a malicieusement anticipé, il refuse de voir dans l'arabe originel un noir. Comme il l'a souhaité, ils ne comprennent rien des prophéties que Dieu a révélées à leurs propres ancêtres. Le cas de Canaan, l'esclavage de 400 ans annoncé dans la Genèse, le cas du coupable Zork, la résurrection spirituelle et mentale de la descendance d'Abraham par Sarah, Agar et Ketura, etc. En somme, la mission de Pétré-Grunion est amplement réussie auprès des intellectuels autoproclamés conscients qui passent leur temps à salir les livres révélés aux ancêtres des Noirs, à faire supporter aux Arabes les comportements diaboliques de populations caucasiennes turcophones, à continuer à occulter le rôle central des Radhanites et autres Khazars judéisés dans la traite et l'esclavage transatlantique. Elle est réussie auprès d'eux car il est parvenu à les persuader de ne pas avoir recours à la logique ethnique morale, donc divine, qui conduit obligatoirement à la lecture des révélations divines. Révélations qu'ils considèrent comme une escroquerie, voire un crime contre l'humanité, alors que c'est le chemin de la morale qui conduit vers la vérité. Elle est réussie également car l'introduction farfelue de l'Africain comme deuxième gros esclavagiste après le méchant arabe avait pour seul but de cristalliser les passions, donc les émotions des nègres conscients sur ce mensonge historique pour qu'ils oublient l'autre mensonge, celui sur les Arabes imaginaires, à savoir Arabes du Caucase, de Pétré-Grunion. Et si un jour ces nègres conscients se trouvent dans l'obligation de reconnaître la négritude des Arabes originels, ayant déjà accepté que les pires des esclavagistes étaient les Arabes, en négrifiant ces derniers, ils insultent eux-mêmes et donnent raison au grand illusionniste Pétré-Grunion. En pensant à tout cela, je me disais à quoi bon revendiquer son titre de diplômé, de docteur, de professeur, d'historien, de chercheur, de conférencier, d'essayiste, d'intellectuel, de théoricien, de théologien, si l'on est incapable de comprendre une chose aussi simple que la propagande de Pétré-Grunion. Question qui risque de rester sans réponse tant la réflexion a déserté les prairies jadis luxuriantes de cette école de pensée dite afrocentrée.